On y va? Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette conférence qui va vous être bientôt présentée par Véronique Buy. Je ne vais pas présenter pour ma part la conférence, je vais simplement, comme à chaque fois, vous donner quelques informations. La semaine prochaine se tient un atelier sur les expériences acoustiques, limité à 15 personnes. Nous avons les 15 personnes. Si dans la salle, il y a des personnes qui se sont inscrites à cet atelier, mais qui n'ont pas confirmé leur venue, il serait très important qu'ils le fassent auprès de Florence Lafont dès ce soir. Ça, c'est juste une information, parce que il n'y a plus de place pour s'inscrire à cet atelier. Le 1er février, nous aurons une conférence dans le cycle Communication et langage de Michel Lallemand, sociologue de très grande réputation internationale, spécialisé dans le travail, et qui viendra nous aider à réfléchir sur ce que les nouvelles technologies, qui ne sont plus si nouvelles que ça d'ailleurs, contribuent à transformer le monde du travail et dans quel sens. Il a lui-même travaillé de très près avec les hackers, qui est une communauté un peu particulière, dont il vous parlera bien sûr le 1er février beaucoup mieux que moi. Ensuite, il y aura une pause et nous nous retrouverons à la fin du mois de février. Non pas que l'université ferme, rassurez-vous, l'université est ouverte en permanence, mais compte tenu de ce que l'on appelle volontiers les vacances scolaires, qui concernent un certain nombre peut-être d'entre vous, comme parents ou comme grands-parents, en général, nous ne proposons pas de conférences pendant ces périodes-là. La conférence de ce soir que va donc présenter Véronique s'inscrit dans un cycle qui s'appelle Mondes et mondes. Je vous rappelle qu'il s'agit pour nous de mieux comprendre comment fonctionne le monde, mais à partir d'entrées qui ne sont pas les plus coutumières, on va dire, des médias. C'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas, pour la conférence de ce soir. Et ce sont pourtant des entrées qui sont essentielles pour comprendre comment fonctionne ce monde dans lequel nous sommes. Je vous rappelle que depuis que nous avons ouvert ce cycle, nous avons parcouru le monde, à la fois par des études qui nous ont été présentées sur des territoires spécifiques. Rappelez-vous peut-être, parce que c'est une actualité aussi immédiate, il y a quelques années, nous avons une remarquable conférence sur l'Iran. Et voici que l'Iran réintègre, semble-t-il, diplomatie, mais pas la même que celle dont il vous sera parlé tout à l'heure, la communauté internationale. Voilà, je passe donc la parole à Véronique Buy qui va vous présenter la conférence et le conférencier de ce soir. Merci Benjamin. Bien, mesdames, messieurs, comme vous le savez, à l'Université populaire, on a aussi à cœur de vous présenter les travaux, les connaissances, le savoir de nos collègues. De tous les enseignants de l'Université du Havre, Pierre-Bruno Ruffini est peut-être le plus connu des Havrais qui s'intéressent à la vie de la cité, car de 2000 à 2005, il a été président de notre université. Or, que faire après avoir été président? C'est une question que certains se posent peut-être, ou vont être amenés à se poser. Eh bien, Pierre-Bruno Ruffini a magistralement résolu cette question, puisque de 2007 à 2013, il est devenu conseiller pour la science et la technologie au sein du réseau diplomatique français. Quand même quelques mots sur son parcours, parce que Pierre-Bruno Ruffini est un docteur de l'Université Paris X Nanterre. C'est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les théories monétaires, sur les banques multinationales. Enfin, bon. C'est aussi un diplômé de Sciences Po, où il a section politique, économique et sociale. Et donc, après avoir occupé cette fonction aussi dévorante que prestigieuse, président de l'université, eh bien son choix, ça a été de choisir la diplomatie. Voilà. Donc, conseiller à l'ambassade de France à Moscou pendant 3 ans, puis conseiller à l'ambassade de France à Rome pendant 3 ans encore. Ces 6 années lui ont permis de mesurer l'intérêt d'un champ particulier dans les relations internationales, celui de la diplomatie scientifique.
Alors, a priori, enfin, du moins pour les béotiens que je suis, hein, je me parle pour moi, la première fois que j'ai entendu diplomatie scientifique, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que, a priori, diplomatie, on se dit négociation, non-dit, éventuellement même mensonge par omission, et puis science, c'est rigueur, c'est un autre scientifique carré, rigueur, observation, vérité. Hein, donc la rencontre des deux termes pourrait faire un peu oxymore. Mais comme le montre très bien le dernier essai de Pierre-Bruno Ruffini, Science et diplomatie, nouvelle dimension des relations internationales, ces deux termes ne sont absolument pas oxymoriques et au contraire, la diplomatie a changé et je pense que c'est ce qu'il va vous montrer et ce faisant, faire tomber un préjugé. Ben voilà, faire tomber un préjugé, vous le savez, c'est aussi tous ces préjugés qui limitent notre compréhension du monde, hein, qui limitent notre compréhension. C'est ce qu'on a à cœur de faire ici à l'Université populaire. Et nul doute qu'après le conférencier de ce soir, vous allez avoir une nouvelle façon d'envisager les relations internationales, peut-être même que ça aura ouvert des portes, fait naître des idées, je ne sais. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à celui que vous êtes venu écouter ce soir, professeur d'économie à la faculté des affaires internationales de l'Université du Havre, Pierre-Bruno Ruffini. Pierre-Bruno, on vous écoute. Merci. Merci Véronique et merci aux organisateurs de cette soirée. Merci à vous d'être ici. Donc, je suis ravi d'avoir un large public. Effectivement, comment est-ce qu'on passe de l'université à la diplomatie? Véronique l'a dit en 2 mots. Moi, je me suis toujours intéressé aux relations internationales. J'ai enseigné et j'enseigne à nouveau l'économie internationale. Et ce soir, je ne vous parle pas d'économie. Certains diront peut-être tant mieux. Hein, on en parle peut-être trop. Et je vais vous parler d'un thème, en effet, sur lequel j'ai été amené à réfléchir, parce que ma position a été, comme l'a rappelé Véronique, pendant quelques années, d'être au fond un acteur de la diplomatie scientifique. Et une fois revenu à l'université, on retrouve le temps de réfléchir, de penser, d'écrire. Donc voilà, donc j'ai essayé d'en tirer quelques informations et surtout quelques enseignements dans cet essai. Alors je vais me servir, nous nous demandions il y a un instant comment éviter de parler de slides, vous voyez, je vais prendre image, hein, plutôt que diaporama ou diapo qui était peut-être un petit peu trop rétro. Je vais utiliser quelques images pour soutenir mon propos. Alors effectivement, rapprocher les mots science et diplomatie, comme cela a été dit, ça peut surprendre. Au fond, je voudrais essayer de vous montrer que ça n'est peut-être pas si surprenant que cela. Voilà. Alors commençons par première image. Première image. Vous voyez à gauche le président Reagan et son homologue soviétique à l'époque, Gorbatchev. Il s'agit d'une image par laquelle je veux illustrer le projet, un énorme projet qui est en construction en France, qui est le projet de construction d'un réacteur expérimental pour tester d'une manière expérimentale ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Alors moi je suis économiste, ça a été dit, je ne suis pas physicien, encore moins physicien des sciences de la physique fondamentale. Mais tout de même, cette idée de fusion nucléaire, eh bien, c'est une idée sur laquelle les scientifiques soviétiques, au début, ont réfléchi les premiers. Et si on arrive à prouver de manière expérimentale qu'en rapprochant des atomes qui ont tendance à se repousser naturellement, si on arrive à faire ça, eh bien, c'est la promesse, d'après les scientifiques, d'une source d'énergie abondante, à partir d'éléments abondants dans la nature, peu coûteuses, non polluantes, etc. Donc ça vaut la peine que tous les pays s'y mettent pour essayer de construire un projet expérimental. Donc, ce projet est négocié et évoqué pour la première fois lorsque Gorbatchev et Reagan se rencontrent en 1985, et il faut 20 ans pour arriver à la signature de l'accord qui lance officiellement le projet. Ça se passe au Palais de l'Élysée. Pourquoi? Eh bien parce qu'entre-temps, les diplomates ont négocié, et ça a été très difficile, des financements massifs,
ont négocié pour savoir où s'implanterait ce réacteur. Le choix était celui de la France, à Cadarache. Voilà où on est le chantier. Donc ça sera en fonction à partir de la fin des années 2020, donc vers 2027-2028. Donc on n'y est pas, c'est un chantier considérable, comme je viens de le dire. C'est une première illustration, et je reviendrai dessus un peu plus loin, de la manière dont les politiques et les diplomates d'un côté et les scientifiques de l'autre peuvent trouver des terrains d'entente. C'est une idée de scientifique. Le projet qui s'appelle ITER, c'est une idée qui est sortie du cerveau des physiciens, des scientifiques. Bien évidemment, rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu des relais politiques, et ces relais politiques sont devenus des acteurs politiques majeurs, au plus haut niveau, comme on l'a vu, pour les décisions, et tout un travail ensuite de négociation pour mettre en place ce projet. Donc, qui réunit un certain nombre de pays, l'Union européenne, la Russie, l'Union soviétique devenue la Russie, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde également. Deuxième exemple, nous changeons de cap. Vous reconnaissez le président Obama. Nous sommes au Caire en 2009. En 2009, le président Obama prononce un discours qui est resté dans les annales comme le discours du Caire. C'est un discours qui intervient dans un contexte assez particulier. C'est son premier voyage en Égypte, donc. Il a été élu l'année d'avant. 2009, c'est 8 ans après le 11 septembre. Il y a eu la guerre en Irak, il y a eu tout un ensemble de développements politiques de très forte tension. Obama va en Égypte prononcer ce discours dans une université. Ce discours est une main tendue au monde arabo-musulman. Il évoque beaucoup de choses, et il évoque notamment des questions de science. Comme Obama est un bon communicant, dans son propos, il glisse habilement, il rappelle habilement devant son auditoire arabe que son deuxième prénom, c'est Hussein. Et donc tout ça, c'est une démarche dans laquelle il va, entre autres choses, proposer une politique scientifique qui s'articule très bien avec les objectifs diplomatiques. L'objectif diplomatique, c'est de rapprocher les États-Unis du monde musulman, réduire ce fossé qui s'est creusé, et il tente de le faire notamment en mettant en avant des initiatives scientifiques. Quelles sont ces initiatives? Il y a des initiatives financières, bon, ça c'est pas très nouveau, des bourses, créer un fonds pour développer des projets de recherche dans différents pays du Moyen-Orient, par exemple. Mais également, il lance quelque chose de plus original. Il annonce qu'il va envoyer des missionnaires de la science, des envoyés de la science. Et effectivement, ça va être suivi des faits. Et à ce jour, il y a une quinzaine de scientifiques américains de très haute volée, certains sont des prix Nobel, donc qui ont été envoyés par le président américain pour nouer au plus haut niveau des contacts avec les académies des sciences de pays du monde arabo-musulman, avec des universités, des centres de recherche, pour tenter d'avancer des coopérations plus poussées que celles qui existent à l'heure actuelle. Bon, tout ceci a été assez fortement médiatisé. J'ai mis cette autre photo dans le coin. Vous voyez, ça, c'est dans la bande de Gaza. Voilà, vous avez un couple de Palestiniens qui regardent la télévision et qui regardent le président Obama en train de passer son discours. Les diplomates et les politiques aiment, d'une certaine manière, la communication, beaucoup plus que les universitaires. Les universitaires sont réputés être d'assez mauvais communicants, préféraient peut-être le savoir au savoir-faire. Ma foi, en s'associant avec des individus ou des responsables qui savent très bien communiquer, peut-être ça peut produire des résultats encore plus intéressants. Je prends un troisième exemple. Ce troisième exemple, nous sommes maintenant en Suède, en 2013, donc il y a un peu plus de 2 ans, et le GIEC. Alors le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Donc on touche cette question très actuelle du climat. L'Assemblée générale de ce groupe d'experts internationaux se réunit. Alors c'est une Assemblée générale où sont présents tous les pays qui ont signé la Convention climat,
ils sont 190, quelque chose comme ça, un peu plus même. Et donc, les experts se réunissent avec des représentants de tous les gouvernements pour adopter le rapport du GIEC. Alors, qu'est-ce que c'est que le rapport du GIEC? Enfin, plus exactement, pour adopter le volet scientifique du rapport du GIEC. Tous les 5 ans, ce groupe d'experts, depuis 1988, construit un état des lieux de la science sur le climat. Qu'est-ce qu'on sait sur le climat, son évolution, sur les conséquences du changement climatique, etc. Ces connaissances sont donc accumulées, mises en forme, actualisées périodiquement. Elles résultent d'un travail d'expertise internationale qui est extrêmement poussé. Un collectif d'experts, originaires de plusieurs dizaines de pays, les meilleurs experts du climat, travaillent et construisent ce rapport. Ce qui est intéressant, c'est que ce rapport n'est pas uniquement un travail de scientifique ou un travail d'expert. Et c'est ce que je veux montrer en illustrant cette Assemblée générale, puisque cette Assemblée générale, elle a pour mission de faire en sorte que tous les représentants des gouvernements, qui ne sont pas des scientifiques, qui sont des politiques, qui sont des hauts fonctionnaires, puissent s'approprier les conclusions des scientifiques. Et ils discutent, et ça prend du temps, et ça prend des nuits. Ils discutent pour se mettre d'accord très exactement sur les formulations que les experts scientifiques ont proposées et que les politiques ou les diplomates doivent, disons, adopter, quitte à les modifier dans leur expression pour que cela convienne mieux au langage des politiques ou au langage des diplomates. C'est un très bel exemple de travail qui montre la manière dont, finalement, les scientifiques peuvent faire passer dans les décisions de ceux qui vont avoir à décider ensuite, faire passer des idées qui sont, a priori, des idées complexes, mais qui ont une traduction géopolitique assez forte. Alors là, nous ne sommes pas, c'est pas la COP 21, ce dont je parle, hein. La COP 21 qui s'est tenue au mois de décembre en France, c'est l'Assemblée générale de la Convention climat. Depuis 1992, il y a une Convention climat, donc une convention internationale, et là aussi, près de 200 pays participent à cette convention. Ça, c'est le travail préparatoire, donc, qui est en quelque sorte le soubassement, le socle de connaissances sur lequel, eh bien, les diplomates et les politiques prennent finalement leurs décisions. Alors, de quoi parler? De quoi parler dans cette conférence après donc ces 3 exemples sur lesquels je reviendrai? Des rapports entre la science et la diplomatie, bien évidemment. Alors, je vais essayer de montrer d'abord que ces 2 mondes qui sont a priori des mondes distincts se parlent et des points de contact existent. Un dialogue est possible entre les chercheurs d'un côté, les diplomates de l'autre. Alors la science, peut-être trop dire en quelques mots ce que l'on peut entendre par là, c'est évidemment la production des connaissances, hein, des nouvelles connaissances. C'est un ensemble de méthodes, parce qu'on produit des connaissances quand on est un chercheur ou un scientifique, autrement que celles qu'un journaliste, par exemple, pourrait produire. Donc ce sont des méthodes de rigueur, de vérification, de contre-vérification. Donc la science, c'est non seulement des connaissances supplémentaires, mais c'est aussi des méthodes. Et puis la science, c'est aussi un ensemble de valeurs. Les scientifiques, les chercheurs ont un certain nombre de valeurs. Quelles sont ces valeurs? Alors, l'une de ces valeurs, c'est celle que l'on appelle l'universalité. Tiens, voilà un personnage qu'on n'attend peut-être pas, mais j'aime assez glisser des choses plus littéraires, pas simplement pour faire plaisir à Véronique Buis, mais chaque fois que cela peut se justifier. Ça, c'est Anton Tchekhov. Anton Tchekhov, ce n'est pas un scientifique, bien qu'il était médecin de formation, tout de même. C'est un homme de théâtre, un novelliste russe. Il a résumé en quelques mots une idée forte. Il n'y a pas de science nationale, de même qu'il n'y a pas de table de multiplication nationale. Et il affirme, ce qui est national n'est pas de la science. Donc, quand on est dans le domaine de la science, si on suit ce que Tchekhov dit, on est dans, finalement, quelque chose qui n'a pas de frontières, n'a pas de nationalité, transcende les appartenances nationales. On est dans la connaissance à l'état pur, et cette connaissance n'a pas de frontières, de même que la musique, d'une certaine manière, est universelle,
La science, c'est quelque chose qui est universel. Alors quand je dis science, je n'ai pas précisé ça, c'est au sens évidemment large, hein, au sens le plus large. Ce n'est pas uniquement les sciences dures, les sciences naturelles, etc. Les sciences humaines et sociales sont également des sciences qui vérifient ce que je disais il y a un instant sur ce qu'est la science. Quand Durkheim analyse le suicide, quand Lévi-Strauss analyse les structures élémentaires de la parenté, ils arrivent à des résultats qui ont une portée générale, qui ont une portée universelle, hein, qui transcendent les terrains d'observation qui ont été retenus par l'un ou l'autre. Donc les sciences sociales ne sont pas moins scientifiques que les sciences exactes ou naturelles, elles sont scientifiques mais d'une autre manière. Et moi-même étant économiste, c'est-à-dire au fond relevant de la plus dure des sciences molles ou de la plus molle des sciences dures, puisque c'est une science intermédiaire, je suis assez sensible à cette jonction qu'il faut faire entre les sciences exactes, formalisées, et puis les sciences sociales. Donc, eh bien, toutes les sciences sont universelles, et c'est ce que Tchekhov, finalement, nous dit. Les valeurs de la science, ce n'est pas uniquement l'universalité, c'est aussi la transparence, ce qu'on appelle aujourd'hui l'open science, par exemple, la science ouverte. Bon. Tout ce qui est produit, qui est découvert, ça a vocation à être publié, à être diffusé, à être discuté. Donc, transparence. Ce qui caractérise aussi la science, et les chercheurs, donc, c'est le désintéressement, en règle générale. Un chercheur, il travaille pour faire avancer la science, il travaille pour faire avancer la connaissance, et c'est cela qu'on peut appeler son désintéressement. Il est en quelque sorte, il répond aux questions que sa discipline lui pose d'une manière telle qu'il n'est pas là pour, au fond, en tirer un profit personnel. Bien évidemment, la recherche de la notoriété, c'est quelque chose d'important, la reconnaissance sociale, c'est quelque chose d'important, mais on accepte en général cette idée que les chercheurs, en règle générale, sont désintéressés. Alors, je suis assez, je dirais, schématique dans ce que je viens de dire. C'est peut-être pour mieux contraster avec ce qui va suivre. C'est-à-dire, quand vous regardez les diplomates, ou la diplomatie et les diplomates, vous avez affaire à un monde qui est tout à fait différent. La science est peut-être universelle, mais le diplomate, il est national, il est fondamentalement national. Un diplomate, c'est un individu qui travaille pour son pays, et il n'est pas désintéressé non plus, parce qu'il travaille pour servir les intérêts de son pays, et éventuellement au détriment des intérêts des autres pays. Donc le diplomate, il est national, il est intéressé au sens où il défend des intérêts, les intérêts de son pays, et il n'est pas forcément toujours transparent. On sait que le secret, ça fait partie de la négociation, il ne faut pas tout dire, il faut cacher certaines choses. Bon, on pourrait développer ce point un peu plus, mais ça, je pense que j'arrive à ce que je souhaite mettre en avant, c'est qu'on est au départ dans deux mondes qui sont deux mondes assez distincts. Ce sont des profils, des personnages, le chercheur d'un côté et le diplomate de l'autre, qui n'ont peut-être pas de raison de se rencontrer ou de se parler, tellement il semblerait que leur univers, leur fonctionnement, leurs valeurs soient différentes. Eh bien, pourtant, ils se parlent, et on va essayer de montrer pourquoi, et on va essayer de montrer l'intérêt qu'ils y trouvent les uns et les autres. Alors, pour ce qui concerne la diplomatie, je voudrais parler des valeurs de la diplomatie. La diplomatie, si on veut la définir, eh bien, c'est l'ensemble de ce qu'un pays met en œuvre pour défendre et promouvoir de manière pacifique ses intérêts et ses valeurs. C'est important de parler des valeurs. J'ai mis ici, voilà, le président de la République, au fond, je vais présenter le président de la République, le président, des États-Unis. Je peux bien aussi présenter le président de la République dans cette image. Dans le discours qu'il a fait, peu de temps après sa prise de fonction, devant la conférence des ambassadeurs, c'était en août 2012, et il a à cette occasion-là, eh bien, rappelé ce que sont les valeurs de la France dans la politique étrangère. Bon, ce sont des objectifs. Alors, qu'est-ce que nous mettons en avant, nous, Français? Préférentiellement, la démocratie, les droits de l'homme, la laïcité, l'égalité homme-femme, la justice internationale, la reconnaissance des états de droit, etc., etc. Vous allez me dire, c'est du discours. C'est vrai que ce sont des objectifs. Hein. Il suffit pas besoin de réfléchir beaucoup, de regarder beaucoup pour voir qu'il peut y avoir un conflit entre
les valeurs, qui sont un objectif vers lequel il faut tendre, et puis les intérêts nationaux. Si vous pensez aux ventes d'armes, on voit tout de suite le conflit qu'il y a entre les intérêts et les valeurs. Bon. La diplomatie se définit par rapport aux valeurs, et elle se définit, j'y reviens, également par rapport aux intérêts. Dans les relations internationales, il me semble que l'approche dite réaliste des relations internationales est celle qui correspond bien à ce que l'on observe, c'est-à-dire chaque pays défend d'abord ses propres intérêts. Ça n'empêche pas de coopérer, ça n'empêche pas de s'entendre, de dialoguer, mais chaque pays défend d'abord ses propres intérêts. Et donc, l'idée qu'il y a une certaine expression de la souveraineté à travers la diplomatie, elle est tout à fait réelle. Un pays exprime sa souveraineté par rapport à d'autres pays qui sont également des pays souverains, des États souverains. Et tout ceci fait le dialogue, le beau et le difficile métier de dialogue des diplomates. Alors, ce que je voudrais développer, en fait, c'est le thème donc, de la diplomatie scientifique. Et pour le préciser, ce thème, parce qu'il ne se comprend pas spontanément, eh bien, je vous propose de regarder les trois volets qu'il recouvre. Les trois volets qu'il recouvre, qui sont indiqués sur cette image. La diplomatie pour la science, ça veut dire que les diplomates mènent des actions, travaillent dans un sens qui va dans l'intérêt des chercheurs. La science pour la diplomatie, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des situations, il y a des circonstances où ce sont les chercheurs qui ouvrent des voies aux diplomates, qui ouvrent des voies à la diplomatie. Et puis la science dans la diplomatie, c'est un troisième aspect qui est celui par lequel les progrès de la connaissance eh bien, nourrissent les négociations entre pays, nourrissent les négociations diplomatiques. Alors, le premier volet, donc, la diplomatie pour la science. Alors, je vais peut-être parler effectivement des ambassades, puisqu'il est clair que chaque pays a un réseau d'ambassades, et que dans ces ambassades, mais de manière plus ou moins marquée selon les pays, dans ces ambassades, il y a des personnages dont le rôle est précisément de faire de la diplomatie scientifique, c'est-à-dire de faire en sorte que la politique de la France dans les pays où sont implantées ces ambassades eh bien, favorise les intérêts, mais aussi le dialogue entre la communauté scientifique nationale et les communautés scientifiques étrangères. J'ai mis quelques chiffres ici parce que, je le rappelle, le réseau diplomatique français, il est quand même extrêmement important. Bon, il est en repli, il est extrêmement important. La France a toujours le deuxième réseau diplomatique du monde. Ça s'explique par des raisons historiques. 163 ambassades, etc., 96 consulats. Des instituts français qui sont présents dans beaucoup de pays. Les instituts français sont des instituts culturels, enfin qui principalement véhiculent l'influence de la France par le biais de la culture, de l'apprentissage de la langue française. Bon. Eh bien, les instituts français sont présents dans près d'une centaine de pays. Il n'y a guère que les Anglais qui font mieux avec le British Council, mais les Chinois ne sont pas loin derrière, puisque depuis peu se sont lancés les fameux instituts Confucius, des écoles, des lycées français, etc. Donc un réseau diplomatique qui est extrêmement marqué. Alors pourquoi est-ce que j'évoque ce réseau diplomatique? Voilà. Oui, là j'ai mis deux images qui sont pas choisies au hasard, bien au contraire. C'est l'ambassade de France à Rome et l'ambassade de France à Moscou. J'évoque le réseau diplomatique français parce que, comme ce réseau diplomatique français est historiquement important, d'aucuns diraient même surdimensionné par rapport à ce que la France pèse aujourd'hui dans le monde, comme ce réseau diplomatique est important, eh bien, à l'intérieur de ce réseau diplomatique, les conseillers et les attachés scientifiques sont nombreux. Ils sont nombreux, relativement à d'autres pays. Dans les ambassades françaises, vous avez 55 pays. La France a une présence dans 55 pays différents par un conseiller ou un ou plusieurs conseillers scientifiques. Donc c'est quelque chose de considérable, puisque la Chine qui arrive derrière ou les États-Unis qui arrivent en troisième position ont une présence sur le terrain de conseillers ou d'attachés scientifiques qui est plus faible. Ça, c'est une illustration assez forte de la manière dont
la diplomatie peut travailler pour la science. Car en effet, que fait un conseiller scientifique ou un attaché scientifique dans le pays où il est implanté? Eh bien, il est là pour favoriser des contacts, pour faire en sorte que des personnes se rencontrent plus souvent ou autrement de la manière dont les chercheurs se rencontrent d'habitude. Il est là pour valoriser dans le pays où il se trouve les productions intellectuelles du pays qu'il représente. Et tout cela, eh bien, c'est une bonne illustration de la manière dont l'appareil diplomatique, et les diplomates en particulier, travaillent pour le rayonnement de la science de leur pays, et pas uniquement la science de leur pays. Je ne dirais pas je suivrais Tchekhov ici, il n'y a pas une science française qui s'opposerait à une science allemande ou autre, mais tout de même, il y a des considérations nationales dans la manière dont la science est produite. Si la science est universelle, si la connaissance est universelle, et ça souffre assez peu de discussion, en revanche, ce qui a un caractère national, c'est bien la manière dont est financée la recherche, dont est financée la science, la manière dont la science est produite, eh bien, elle s'inscrit forcément dans un cadre national. Eh bien, ce que les conseillers ou attachés dans les ambassades peuvent faire, c'est de favoriser, en quelque sorte, la promotion dans l'espace international des productions scientifiques qui sont celles des pays représentés. Donc voilà une illustration de la manière dont la diplomatie travaille pour la science. Alors, je voudrais maintenant aborder l'autre thème, et je vais faire un petit retour en arrière en histoire. Je voudrais maintenant aborder la manière dont, à l'inverse, dans l'autre sens, eh bien, les scientifiques ou les chercheurs peuvent aider les diplomates. Ce que vous avez ici comme gravure, eh bien, c'est une gravure qui représente les deux navires de Nicolas Baudin, un explorateur. Les navires s'appellent le Naturaliste et le Géographe. Ces deux bateaux sont partis du Havre en 1800. Ils sont partis du Havre pour se rendre en Océanie. Une expédition qui a duré 3 ans vers les terres australes, et donc avec des objectifs scientifiques. Découvrir la faune, la flore, cartographier, etc. Comme dans quasiment tous les grands voyages d'exploration et des grands voyages d'exploration autour du monde qui se sont développés au XVIIIe siècle principalement, et XVIIIe et XIXe siècle, la dimension géopolitique a toujours été présente. Les grandes expéditions étaient toujours financées, commanditées par des souverains, les empereurs, les tsars. Et dans une époque où on ne connaissait pas encore bien les limites et les frontières extrêmes du globe, il était très important pour chaque grande puissance eh bien, de marquer, si possible, les territoires lointains d'une empreinte. Tout ça, c'était même avant la colonisation, mais il y avait dans ces grands voyages, et aucun des grands voyages n'y a échappé, il y avait cette volonté, au fond, de remplir un certain objectif qui était un objectif de puissance de la part des souverains qui armaient les expéditions en question. Pour Nicolas Baudin, l'objectif c'était d'arriver en Tasmanie, dans ces régions australes, avant les Anglais. Voilà une illustration de la manière dont l'objectif des intéressés de la connaissance peut aussi se marier avec des objectifs plus intéressés émanant des souverains, de la puissance politique ou de la diplomatie. Un autre exemple, voilà, c'est la campagne d'Égypte. Alors la campagne d'Égypte est très intéressante pour ça. C'est une opération militaire. Donc si c'est une opération militaire, on n'est pas exactement dans ce qu'on appelle la diplomatie, puisque la diplomatie, c'est quand même le dialogue, c'est la manière disons, d'entrer en contact avec les autres nations autrement que par la force ou par la contrainte. Donc c'est un cas marginal, un cas limite, je dirais, mais qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que lorsque le général Bonaparte lance cette expédition, qui démarre en 1799, il emmène des militaires tant et plus, bien sûr, dans ses vaisseaux, mais en même temps, il emmène des scientifiques. Il emmène des scientifiques avec cette idée de reproduire
en Égypte, en Orient, eh bien, les structures de l'Institut de France, de l'Académie française et des différents instituts, différentes académies qui sont sous l'Institut de France. Et ça va être fait. Donc, des noms assez connus comme Monge, Fourier, des mathématiciens, Geoffroy Saint-Hilaire, voilà des savants qui vont, ils sont nombreux, qui vont accompagner l'expédition et qui vont rester là-bas et qui vont créer un institut d'Égypte et qui vont collecter tout un ensemble d'informations. Et tout ceci va donner lieu à un recueil en plus d'une vingtaine de volumes que l'empereur va ensuite faire publier, donc sous son autorité, au retour de ces savants. Alors l'expédition d'Égypte a été un échec sur le plan militaire, mais par contre, voilà, elle est assez emblématique de la manière dont déjà à l'époque, un souverain assez visionnaire pouvait avoir l'idée d'associer la science, l'image de la science, la présence, disons, de savants, comme on disait à l'époque, dans sa démarche de conquête. Donc c'est quelque chose qui est assez, à mon avis, assez symptomatique de cette articulation, de cette intrication qu'il peut y avoir entre des intérêts de connaissance, de progrès de la connaissance, et puis des intérêts, disons, géopolitiques. Alors je reviens un instant en arrière. Bon, oui, voilà, la guerre froide, je passe assez vite, mais dans ces évocations historiques, la guerre froide a donné beaucoup d'illustrations également, de ce rôle que les scientifiques pouvaient jouer dans ce qui était à l'époque la compétition idéologique. Vous avez deux blocs qui ont du mal à se parler, qui ne se parlent pas. C'est intéressant que les soviétiques, les chercheurs soviétiques et les chercheurs américains puissent quand même se parler. D'une certaine manière, par délégation, on a beaucoup d'exemples de cela, par délégation en quelque sorte, eh bien, la guerre froide a donné plusieurs illustrations de ce dialogue entre les blocs qui passaient par l'intermédiaire de chercheurs qui se réunissaient. Alors bien évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'échanges de chercheurs entre les États-Unis et la Russie qu'il y en avait à l'époque entre les États-Unis et l'Union soviétique. Je dis États-Unis et Union soviétique, je pourrais dire pays du camp atlantique et puis pays du bloc soviétique. Bon. Mais il y avait quand même à l'époque des échanges. Et s'il y avait des échanges, c'est bien parce que les gouvernements donnaient les visas. Il était tellement facile d'empêcher les chercheurs de se rencontrer. Ben non, on n'empêchait pas les chercheurs de se rencontrer. Et on a vu se développer ces échanges, et on a vu ces échanges également être utilisés pour faire passer des messages. Et vous, quand on ne se parle pas, ou quand officiellement on est dans une lutte, dans une compétition qui n'est pas simplement idéologique, il est quand même intéressant d'avoir des canaux pour que finalement des messages passent entre un camp, si j'ose dire, et l'autre. Les chercheurs ont été l'instrument de cela. Plus exactement, la coopération scientifique qui s'est maintenue, même au plus dur de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, la coopération scientifique eh bien, apparaît véritablement dans sa très bonne image, dans sa très bonne démarche, qui est de rapprocher les peuples et de faire en sorte que finalement les gens se parlent, même si officiellement ils ont beaucoup de mal à le faire. Alors voilà, la guerre froide, je vous ai mis ici la science, elle oscille entre deux tendances en fait. La tendance au patriotisme de la science. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en effet, notamment à propos de la construction de l'arme atomique, un projet Manhattan aux États-Unis, et puis construction de l'arme atomique en URSS en 1949, donc quelques années plus tard. On a vu de part et d'autre, dans chaque camp, on a vu les chercheurs, la communauté scientifique, travailler pour l'intérêt national, pour faire progresser les connaissances, et notamment les connaissances en matière d'armement. De part et d'autre, on a vu ça. C'est ce qu'on peut appeler le patriotisme de la science. Mais une autre tendance est aussi apparue pendant la guerre froide, et c'est la tendance à l'internationalisme de la science. Alors voilà deux personnages qui sont emblématiques de cela. Bertrand Russell, philosophe et mathématicien anglais, Albert Einstein, physicien qu'on ne présente pas. En 1955, ces deux autorités, scientifiques et morales, signent un manifeste qui s'adresse aux grandes puissances en disant attention, la course aux armements nucléaires, c'est quelque chose qui va conduire l'humanité à la catastrophe. Ils tirent la sonnette d'alarme. Ils ont travaillé, Einstein surtout, sur
disons, des éléments de connaissance, des progrès de la connaissance qui, d'une certaine manière, ont favorisé l'apparition de ce type d'armement, mais ils ont une conscience. Et leur conscience leur dicte eh bien, d'alerter l'opinion mondiale, mais plus précisément de s'adresser aux gouvernants pour qu'ils prennent conscience des risques qui sont en jeu. À la suite de ce manifeste, Russell-Einstein, une sorte de courant, de mouvement est lancé, un courant d'opinion est lancé, qui va donner lieu au premier congrès d'un mouvement qui va s'appeler le mouvement Pugwash. Alors, Pugwash est une petite ville du Canada, et un mécène canadien qui était originaire de cette ville eh bien, a financé ces rencontres, entre scientifiques qui venaient des deux côtés de ce monde bipolaire, avec une idée non pas de parler de problèmes de science, mais de parler des problèmes que la science pouvait poser en termes de paix mondiale. Et à partir de là est né un mouvement qui s'appelle, et qui existe toujours, qui s'appelle le mouvement Pugwash. Le titre du premier colloque, c'était « La science et les affaires du monde ». C'est notre sujet de ce soir, c'est exactement ça, la science et les affaires du monde. Le mouvement Pugwash eh bien, illustre très bien ce que peut être cet internationalisme de la science, voyez-vous. Donc, on retrouve en permanence cette tendance entre le national, la souveraineté nationale, les souverainetés nationales, les politiques de recherche qui sont forcément des politiques nationales, à une exception non négligeable qui est la politique européenne de la recherche, bien sûr. Donc, oscillation entre ce qui est national dans la manière dont sont conduites les activités de recherche et ce qui reste malgré tout international, qui devrait continuer à transcender les frontières. Alors voilà pour ce qui est des illustrations que j'apporte ici concernant le rôle de la science pour favoriser les relations diplomatiques. Mais il y a quand même un troisième exemple qui est plus récent, c'est l'exemple des relations entre les États-Unis et l'Iran. Alors l'Iran, bon, on en parle beaucoup en ce moment, les choses sont en train de tourner fort heureusement. Bon, mais enfin, il faut bien quand même se souvenir que les États-Unis n'entretiennent plus de relations diplomatiques avec l'Iran depuis 1979 et que toute la période qui s'est écoulée, là, pendant plus de 30 ans, 30-40 ans, a été une période de 30 ans, une grande tension entre, bien évidemment, les États-Unis et ce pays. Et bien là encore, ça n'a pas empêché les académies des sciences des deux pays de dialoguer, de communiquer. Les publications co-signées par des chercheurs iraniens et des chercheurs américains, ces publications-là, eh bien, ont plus que doublé en une quinzaine d'années, pendant toute cette période dure sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Voyez-vous ? Donc, autre illustration de la manière dont le travail des chercheurs eh bien, ne peut pas se laisser enfermer dans des considérations trop strictement géopolitiques. Alors, le troisième point que je voudrais illustrer, je vous ai annoncé 3 volets, donc la diplomatie pour la science d'un côté, la science pour la diplomatie de l'autre. La science dans la diplomatie maintenant. En quoi est-ce que la connaissance scientifique peut aider à prendre des décisions géopolitiques, prendre des décisions? Alors de quoi parle-t-on là? On parle principalement de ce qu'on appelle les grands enjeux mondiaux. Il y a aujourd'hui des grands enjeux mondiaux qui ont un fort contenu de science. Il y a des enjeux de santé publique. Bon, il y a des épidémies qui ne s'arrêtent pas aux frontières. Il ne se passe pas de décennies sans qu'une nouvelle épidémie apparaisse. Il y a des enjeux qui sont des enjeux de sécurité, notamment de sécurité liés aux armements, comme je l'ai illustré précédemment. Et puis bien évidemment, il y a tout ce qui concerne l'environnement, les dégradations de l'environnement, et notamment le changement climatique, mais pas simplement le changement climatique. C'est ce qu'on appelle des grands enjeux mondiaux, qui sont des enjeux où l'apport des chercheurs est inévitable et absolument nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, ce sont des dossiers sur lesquels aucun pays tout seul ne peut trouver des solutions. D'où coopération, ou pour le moins diplomatie, qu'on appelle diplomatie multilatérale, c'est-à-dire, c'est ce qui donne la COP21, mais c'est ce qui donne aussi tout un ensemble de conventions dont on parle moins. Vous avez une convention sur le transport
Convention internationale sur le transport des matières dangereuses, sur l'acidification des océans, sur les dégradations de la couche d'ozone. Enfin, il y a des dizaines de conventions qui ont été signées entre différents pays, précisément pour tenter de faire face à ce qui est pressenti comme un danger pour la planète tout entière. Dans chacune de ces conventions, il y a un comité scientifique ou un conseil de recherche ou quelque chose comme ça. Il y a forcément tout un ensemble de chercheurs, d'experts qui sont là pour apporter précisément leur science. Les scientifiques, ils sont à la fois des lanceurs d'alerte. Bon, d'une certaine manière, Russell et Einstein étaient déjà des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on pourrait trouver d'autres exemples. La manière dont les scientifiques tirent des sonnettes d'alarme pour mettre en garde contre précisément ces dangers mondiaux. Et les scientifiques sont organisés en expertise scientifique. Donc le thème que j'ai illustré tout à l'heure par l'Assemblée générale du groupe d'experts sur le climat, du GIEC, on le retrouve là. L'expertise scientifique est une expertise collective, et bien c'est la manière dont les scientifiques s'organisent pour apporter aux diplomates les éléments de diagnostic, de connaissance, de compréhension qui leur sont nécessaires pour tenter de décider au mieux. Alors, vous avez reconnu dans le discours du Caire une illustration de ce que j'ai appelé la manière dont la science peut ouvrir la voie à la diplomatie, mettre en avant les chercheurs, en quelque sorte, dans la relation politique internationale, c'est cela. Et le projet ITER, que j'avais commencé par présenter brièvement, illustrait, lui, bien évidemment, la manière dont les diplomates peuvent aider à la réalisation de projets scientifiques de grande envergure. Alors tout ceci peut s'articuler et peut se mêler. Je prends un exemple. Je vois que le président de l'Université du Havre nous honore de sa présence ce soir. Moi, je sais qu'il est allé il y a un peu plus d'un an au Kazakhstan, dans l'avion présidentiel. Et donc, voyage présidentiel. Donc, quand il y a un voyage présidentiel, qu'est-ce que fait un président de la République? En général, il emmène dans son avion des hommes d'affaires pour signer des contrats. Il est moins fréquent qu'il emmène des universitaires ou des représentants des mondes de la recherche. C'est moins fréquent. Bon. Quand il y a un voyage présidentiel, ça veut dire qu'on est dans une phase où on veut rapprocher les deux pays. On veut coopérer davantage, on veut faire des choses ensemble un peu plus qu'avant. Et la présence dans cette délégation d'universitaires me semble être une bonne illustration, à la fois de la manière dont on peut mettre en avant la coopération universitaire ou de recherche pour resserrer des liens avec un pays. Et donc là, ça serait une illustration de cet apport de la science pour des objectifs qui sont diplomatiques ou géopolitiques. Mais en sens inverse, si les universitaires arrivent au Kazakhstan, et d'ailleurs ils ont déjà des coopérations avant même que le président de la République ne les y emmène, bien évidemment, mais ils vont les amplifier, ces coopérations, ils vont leur donner un deuxième souffle, les relancer. La présence du président de la République peut les servir admirablement pour amplifier ces coopérations. Donc, finalement, dans cet exemple que je prends, on a un mouvement un petit peu dans les deux sens, là aussi, où les diplomates et les scientifiques se renforcent mutuellement dans leurs intérêts respectifs à travailler avec ce pays. Alors, on va peut-être passer ça. Bon, je voudrais arriver maintenant au deuxième grand volet de mon propos. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent était plutôt centré sur les moyens, sur les instruments, sur les manières de faire, des ambassades, des voyages présidentiels, des rencontres de chercheurs pendant la guerre froide, etc. Maintenant, au fond, quels sont les enjeux? Quels sont les objectifs les plus importants, les plus lourds dans ce qu'on appelle la diplomatie scientifique? Alors moi, j'en distingue trois. Coopérer, attirer, influencer. Alors on va regarder ça. Alors coopérer, je commence par ça parce que c'est le plus beau, évidemment. C'est ce qu'il y a de mieux. Coopérer, l'union fait la force, on fait mieux à plusieurs pays ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc la coopération, elle existe dans
beaucoup de domaines. Elle existe bien évidemment dans le domaine de la production des connaissances. Elle existe depuis toujours, et on comprend assez facilement qu'elle existe depuis toujours, parce que si justement il y a ce côté universel ou qui transcende les frontières de la science, assez naturellement, les chercheurs se parlent, communiquent par-delà les langues, par-delà les nationalités. Donc la coopération. Donc ça, c'est le beau côté, c'est quelque chose qui est valorisant. Premier exemple que je peux prendre, le CERN. Alors qu'est-ce que c'est que le CERN? C'est l'Organisation européenne de la recherche nucléaire. Là, vous avez sur cette image, vous voyez, le CERN, alors c'est un équipement extrêmement lourd, hein, une très grande infrastructure de recherche, qui a été décidée en 1954 sous les auspices de l'UNESCO, à laquelle participent les pays européens. Ce n'était pas encore l'Union européenne hein, à l'époque, c'est ensuite devenu. Bon. Et d'autres pays également sont associés dans ce projet, où on fait de l'expérimentation, de la physique fondamentale. Et là, vous avez un anneau. Alors encore, je suis bien en peine d'expliquer un peu plus que ce que je suis en train de faire, mais vous avez, vous voyez, je vous mets ça ici, vous avez, voilà à quoi ça ressemble, hein, on a des espèces un énorme anneau qui fait 27 km de circonférence, qui est à 100 mètres sous terre, et grâce auquel, eh bien, on peut conduire des expériences lourdes pour repousser toujours plus la connaissance des structures fondamentales de la matière. Bon. C'est là qu'on a découvert récemment confirmé l'existence du boson de Higgs il y a 2-3 ans. Bon. Donc voilà, ça se trouve principalement à Genève. Là, vous avez en pointillé, vous avez la frontière. Presque tout est en Suisse, mais il y a un petit bout souterrain qui est aussi en France. Dans la diplomatie suisse, d'ailleurs, ils aiment dire ça. Nous sommes un pays neutre, et l'une des manières d'affirmer dans nos choix notre neutralité, c'est précisément d'accueillir chez nous, sur notre territoire, des organisations internationales, et notamment des organisations scientifiques internationales. Donc je ferme la parenthèse. Alors le CERN, c'est une très belle réalisation, Conseil, Organisation européenne de la recherche nucléaire, qui a permis de faire des choses assez fantastiques, parce que le CERN a permis, et on était au milieu des années 50, hein, quand les gens ont commencé à travailler, et au début ce n'était pas construit aussi bien que cela, mais déjà les gens ont commencé à travailler, les chercheurs de différents pays. Des Allemands et des Israéliens, chercheurs, ont travaillé ensemble. Des Taïwanais ont travaillé au CERN avec des Chinois de Chine continentale. Des Soviétiques, bien évidemment, ont travaillé avec des Occidentaux. On a, dans cet exemple-là, on a finalement, on a reconstitué une certaine humanité de la science, de la recherche, au-delà des difficultés politiques. Je rappelle qu'au milieu des années 50, on était dans quand même une situation de l'après-guerre, de guerre froide. Bon. Là aussi, c'est un très bel exemple. Alors le CERN fonctionne remarquablement. Il y a à peu près 10 000 chercheurs qui y vont chaque année, pour des périodes d'expérimentation plus ou moins longues. Il y a plusieurs dizaines de nationalités de chercheurs qui viennent travailler au CERN pour mener des expériences qui sont des expériences assez complexes, que seul cet équipement permet de réaliser. Alors, le CERN a un petit frère, et là c'est aussi très intéressant, c'est en construction. Et là nous sommes en Jordanie, au nord d'Amman, la capitale. C'est le projet qui s'appelle Sésame. L'acronyme, c'est Sésame. Alors là, encore une fois, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est un synchrotron qui est un accélérateur, un équipement permettant là aussi d'étudier certaines propriétés de la matière fondamentale et de découvrir toujours plus, qui est construit pour de la science expérimentale. Donc là, c'est encore une fois une affaire de physiciens de la matière. Ça a été construit sur le modèle du CERN, enfin c'est en train d'être construit, sur le modèle du CERN. C'est beaucoup plus petit. Là aussi, c'est construit sous les auspices de l'UNESCO. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le tour de table. Quels sont les pays participants? Vous avez Israël, la Jordanie bien sûr,
vous avez la Palestine, vous avez l'Iran, vous avez l'Égypte, vous avez l'Irak. Vous voyez le symbole? C'est très fort. C'est-à-dire qu'on est dans une région du monde explosive depuis des décennies, et voilà qu'un projet scientifique a pu être décidé, a pu être lancé, et il va commencer à fonctionner à la fin de l'année de cette année, pour les premières expérimentations. Voilà un exemple, encore une fois, un autre exemple de coopération. Alors je prends mes exemples dans la coopération internationale, multilatérale, parce que ce sont peut-être les plus parlants. Mais il ne faut pas oublier que la coopération, elle se décline dans les relations de pays à pays. Bien sûr, il y a une coopération franco-espagnole, franco-chilienne, etc., dans beaucoup de domaines. Mais ce qui est bien évidemment peut-être le plus parlant, le plus révélateur, ce sont ces grands exemples. Et puis il y en a un troisième dont je voudrais parler. Il y a un petit bout qui manque. C'est évidemment le spatial. Hein, c'est le spatial. Alors vous avez sur cette image, malheureusement, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas tout à fait entière, vous avez une représentation de la Station spatiale internationale. Alors la Station spatiale internationale, c'est cet oiseau particulier qui tourne autour de nos têtes, là, à peu près 400 km de hauteur. Bon, ça mesure une centaine de mètres de long, cette affaire-là. C'est une station d'expérimentation. Une station d'expérimentation dans laquelle se relaient aujourd'hui des équipages qui sont de 6 personnes, et ces équipages, eh bien, sont renouvelés tous les 3 mois par moitié, c'est-à-dire tous les 3 mois, il y en a 3 qui reviennent, et il y en a 3 qui arrivent, et puis on a en permanence donc 6 membres, 6 équipages dans cette Station spatiale internationale. Alors, la Station spatiale internationale, elle a été décidée, là aussi c'est un petit peu une conséquence de la disparition de l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique disparaît, s'effondre en quelque sorte, les Occidentaux ont une crainte très forte. C'est que tous les scientifiques qui ont été formés en URSS ou dans les pays voisins, soient utilisés dans des activités non pacifiques. Les ingénieurs soviétiques sont très bons. On redoute qu'ils aillent fabriquer des armes chimiques éventuellement dans des pays peu scrupuleux. Et donc très vite, on va mettre en place les Américains, les Occidentaux vont mettre en place des propositions pour amener à des coopérations scientifiques avec l'URSS devenue maintenant la Russie. Le spatial en fait partie. L'espace est intéressant parce que l'espace a été un enjeu de compétition idéologique, ça on le sait bien, hein. Les premiers succès spatiaux en matière de vol habité, ce sont des succès soviétiques. Bon, c'est Gagarine, premier satellite artificiel, puis premier homme envoyé dans l'espace, ce sont les soviétiques, hein. Bon, très vite, les Américains ont pu rattraper ce qu'ils ont considéré comme une forme d'insulte à leur domination, c'est vrai, et donc ont mis le pied sur la Lune finalement très peu d'années après le premier vol habité, 10 ans. Bon. Mais quand l'URSS devient la Russie, eh bien, il y a cette crainte. Alors très vite, eh bien, voilà, les Occidentaux et les Américains notamment, les Européens, vont proposer cette coopération à la Russie. Les Soviétiques avaient déjà leur station d'observation, leur station spatiale, qui s'appelait Mir. Et d'ailleurs, lorsqu'on va construire la Station spatiale internationale, qui est donc un projet multinational, certains modules, certains éléments de la station Mir vont être utilisés. Alors aujourd'hui, cette coopération, elle se traduit par des équipages qui sont multinationaux, voyez-vous. Donc l'expédition 44, alors ça c'est ceux qui sont revenus en décembre 2015, hein, et ceux qui sont partis, donc voilà. Donc sur les 6, là, voyez-vous, vous avez, j'ai fait le compte, vous avez, j'en ai plus que 6, là j'en ai 9. Sur les 6 qui ont fait la variante, vous avez 2 soviétiques, 2 américains, un japonais et un anglais. Bon, c'est comme ça à chaque fois. C'est-à-dire que les équipages sont des équipages qui impliquent à peu près aujourd'hui une quinzaine de nationalités différentes. Bel exemple là aussi de coopération. Alors maintenant, j'en viens à cet autre et deuxième objectif. La coopération, c'est bien, mais le développement de ses capacités nationales propres
c'est aussi pas mal. C'est comme ça que, finalement, on peut voir aussi les choses. En fait, vous avez les deux à chaque fois. Bon, ce que je dis est assez banal, parce qu'on sait très bien que dans la vie des affaires, par exemple, on a ça très souvent, hein, c'est-à-dire la compétition d'un côté, mais en même temps les alliances sur des objectifs communs. Donc, le couple coopérer d'un côté, mais en même temps se faire concurrence de l'autre, il est présent finalement dans la vie sociale, dans bien des domaines. Il est présent en ce qui concerne la recherche, en ce qui concerne la science. Attirer, c'est ce que j'ai appelé ici la lutte pour le partage mondial de la matière grise. La lutte pour le partage mondial de la matière grise. Ben ça, c'est un enjeu. Je peux vous dire que toutes les politiques de recherche des grands pays, des pays qui comptent ou qui estiment devoir compter, les pays qui veulent peser sur les affaires du monde, hein, qui veulent être influents, font très attention à cela. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire qu'on a bien compris que la connaissance, la recherche, etc., c'était un moteur du développement économique. Les économistes ont mis ça déjà dans leur modèle de croissance depuis assez longtemps. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que sur le long terme, la recherche est vraiment un facteur de développement clé. Bon. La logique nationale, la logique des politiques de recherche nationale, la logique des diplomates, par conséquent, eh bien, c'est celle qui consiste à attirer chez soi, à faire en sorte que les étudiants étrangers qui veulent aller étudier dans des pays différents, voire plus développés, ils viennent plutôt chez vous que chez le voisin. Même chose lorsque des pays sont des pays qui connaissent des diasporas scientifiques, enfin un exode de leurs ressources scientifiques, parce que les chercheurs, qu'ils soient indiens, qu'ils soient originaires du Moyen-Orient ou tout simplement italiens à nos portes, hein, les chercheurs qui ne trouvent pas dans leur pays des conditions pour travailler, ils émigrent. Bon. Eh bien, chaque pays essaye de faire en sorte qu'ils viennent dans le pays plutôt que dans les pays voisins. C'est ça, hein, c'est ça le mouvement que je veux décrire ici. C'est un mouvement qui est important. Alors évidemment, il n'est pas aussi idyllique, irénique que celui de la coopération dont je parlais il y a un instant, mais tout de même il existe. Alors c'est ce qu'on appelle l'exode des cerveaux, la fuite des cerveaux. Bon, j'ai mis les mots anglais ici, brain drain, ça c'est la fuite, et le brain gain, c'est celui qui reçoit ce qu'il gagne à récupérer des chercheurs étrangers. Bon, il y a des pays qui ont beaucoup de chercheurs étrangers chez eux, et des pays qui ont beaucoup de leurs chercheurs qui vont à l'étranger. Vous voyez, donc il y a des pays de forte émigration, forte diaspora scientifique, l'Inde, la Chine, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, et puis d'autres qui sont plutôt en situation d'accueil, les États-Unis, bien sûr, le Canada, l'Australie. Bon, la Suisse est intéressante parce que la Suisse, elle fait les deux. La Suisse, c'est un petit pays, mais si vous regardez la proportion des chercheurs étrangers qui sont en Suisse par rapport à l'ensemble des chercheurs, elle est très élevée, elle est de l'ordre de 35 à 40%. Et si vous regardez le nombre de chercheurs suisses qui travaillent à l'étranger, durablement, je veux dire, hein, bon, par rapport à la base nationale suisse de chercheurs, là aussi, c'est très élevé. Vous voyez, donc, mais c'est un cas un petit peu particulier. En général, un pays est plutôt soit exportateur, si je peux dire, de matière grise, soit importateur. Alors là, en amont de cela, on retrouve évidemment la mobilité des étudiants, la mobilité étudiante. Bon, là, je vais passer assez vite. Bon, la mobilité étudiante, on aime en parler dans notre université. Bon, où vont les étudiants étrangers? Donc, il y a à peu près 4 millions chaque année d'étudiants qui sont en mobilité internationale. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester là où ils vont, mais ils vont étudier pendant une période qui peut être un semestre ou d'un an. Bon, les étudiants étrangers universitaires, de niveau universitaire, ils vont aux États-Unis, bon, ils vont au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne. Alors la France, malheureusement, est passée à la trappe, là, mais on est selon les classements, en 3e ou 4e position. Hein. Les États-Unis accueillent à peu près 15 à 16% des étudiants en mobilité internationale, et la France en accueille environ 6 à 7%, c'est à peu près à égalité avec l'Allemagne. Alors d'où viennent-ils ces étudiants? Eh bien, ils viennent d'Asie. Alors ça, c'est la partie bleue, à gauche, là, tout n'est pas écrit là. Bon, ils viennent d'Asie, et voilà, donc la moitié à peu près de la mobilité étudiante internationale, ce sont des étudiants asiatiques, et le quart, c'est une mobilité européenne. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder les étudiants en doctorat. Hein, dans mon propos, c'est de regarder ceux qui font des doctorats, parce que les docteurs, ce sont les futurs chercheurs, pas tous, bien sûr, mais enfin, c'est quand même parmi les
les étudiants qui ont préparé un doctorat qu'on va renouveler, qu'on va reconstituer hein, les générations de chercheurs dans le futur. Là, c'est pareil. Donc, il y a une lutte, enfin, c'est pas une lutte affichée, mais enfin, voilà, une compétition qui existe pour attirer les doctorants. En France, il y a 30 000 doctorants étrangers sur à peu près 70 000 doctorants. Hein, c'est des étudiants qui font un doctorat, qui sont en train d'étudier. Ça dure en général 4 ans, à peu près, hein, 3 à 4 ans, de faire une thèse de doctorat. Mais donc, ça veut dire qu'il y en a 4 fois moins qu'aux États-Unis, pardon, et même moins qu'au Royaume-Uni, par exemple, puisque voilà, on a près de 150 000 doctorants étrangers aux États-Unis. Alors, c'est intéressant d'avoir des étudiants doctorants parce que, pas toujours, mais souvent, ils restent dans le pays. Et ça, c'est intéressant d'un point de vue, disons, de développement du pays. Il y a des gens qui arrivent qui sont formés, ils sont qualifiés. Et donc, le pays peut les utiliser. Et beaucoup de... Alors, il y a aussi le phénomène des post-doctorants. Le post-doctorat, c'est en quelque sorte une sorte de stage de haut niveau qu'un étudiant qui a obtenu un doctorat peut chercher à faire dans un laboratoire étranger pour valoriser, disons, son CV, pour augmenter ses chances. Bon. Eh bien, là aussi, attirer les doctorants, attirer les post-doctorants, c'est un enjeu important. Je peux vous dire que, par exemple, mes anciens collègues qui travaillaient à l'ambassade de France aux États-Unis eh bien, avaient pour mission, justement, de suivre les docteurs français venus aux États-Unis pour faire un post-doctorat, et par le dialogue, par l'échange, etc., de tenter de les persuader de revenir en France. Bon, ça faisait partie des objectifs. Alors, une partie importante, malgré tout, des docteurs qui ont fait un doctorat dans un pays autre que leur pays d'origine, restent dans ce pays-là. On a des pourcentages qui ne sont pas toujours calculés finement, mais qui se situent entre 30 et 40%. Aux États-Unis, le pourcentage est important. Et moi, ça me fascine assez de voir comment ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez 35 à 40% des chercheurs, je ne parle plus seulement des docteurs, là, mais des chercheurs en activité, qui sont étrangers ou d'origine étrangère, c'est-à-dire qui ne sont pas nés aux États-Unis, qui sont des foreign born, comme disent les statistiques américaines, et qui sont venus, qui ont été peut-être naturalisés, qui sont venus. Bon. Vous avez 30% des prix Nobel, je laisse de côté la littérature, qui sont attribués à des Américains d'origine étrangère. Donc c'est assez intéressant de voir comment ce pays, qui par ailleurs n'est pas réputé pour avoir un système d'enseignement secondaire des plus performants, si on regarde les classements internationaux, ce qu'on appelle PISA pour ceux qui connaissent, par exemple, le système éducatif américain, il est inégal dans sa performance. Je parle de l'enseignement secondaire. Bon. Eh bien, voilà un pays qui a une force d'attraction considérable. Et moi, je vois ça comme une richesse, c'est-à-dire la capacité qu'a ce pays à attirer finalement des chercheurs venus des 4 coins du monde et à les garder, à leur offrir des conditions de travail qui font que finalement ils restent, c'est un atout considérable. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est le seul pôle d'attraction, bien évidemment il y en a d'autres, il y a des chercheurs qui restent en France, il y en a qui reviennent des États-Unis, c'est plus rare. Bon. Vous avez des pays d'émigration qui mettent en place à l'heure actuelle, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, des politiques pour faire revenir au pays des chercheurs expatriés, qui ont souffert finalement d'une hémorragie de matière grise et qui veulent tenter de rééquilibrer les choses. C'est très difficile parce qu'en général, les gens se sont installés, ils ont fait leur vie à l'étranger. Bon, ils ne reviennent pas facilement. Donc on trouve des formules intermédiaires qui consistent à leur dire, voilà, on va vous faire un contrat, vous allez revenir 2 mois par an, vous allez encadrer des doctorants, etc. Et puis, le reste du temps, vous retournez là où est votre vie. Mais les Russes font la même chose, ou tentent de faire la même chose. Voyez-vous. Donc c'est bien cette idée que la matière grise, c'est très important. Quand on la perd, on veut la récupérer. Quand on n'en a jamais assez, on va encore en naturer plus. C'est un petit peu ce qui se passe. Et puis il y a un autre aspect qui me semble assez intéressant. L'avantage qu'il y a à former des étudiants étrangers. C'est un avantage en termes d'influence. Et ça, on le met assez souvent en valeur dans les cercles diplomatiques. Pourquoi? Parce que si vous formez un étudiant chez vous, et si ça se passe bien,
d'une certaine manière, il va être l'ambassadeur du pays où il a été formé. C'est-à-dire qu'il va garder des liens. Hein, il va peut-être rester dans le pays, très bien. Mais s'il retourne dans son pays, ou si même il va travailler dans un pays tiers, si sa scolarité s'est bien déroulée dans une université, dans une grande école en France, il s'en souviendra. Et dans sa carrière, à un moment ou à un autre, le réflexe favorable à la France pourra jouer. Un de mes amis qui revient du Vietnam me racontait, il me disait, mais au Vietnam, toutes les centrales nucléaires, ce sont les Russes qui les construisent. Bon. Et il ajoutait, mais ce n'est pas étonnant, parce que toute la génération des ingénieurs vietnamiens, elle a été formée en Russie. Eh bien oui, voilà comment se fait le lien, l'influence. Voyez-vous, les gens gardent des contacts, les étudiants, les anciens étudiants gardent des contacts, et c'est quelque chose qui peut être profitable. D'une certaine manière, accueillir des étudiants étrangers, c'est un investissement pour un pays. Alors voilà pourquoi on développe, on essaie de développer Campus France, qui est une agence publique française qui a pour mission de valoriser l'enseignement supérieur français dans le monde, d'attirer les étudiants étrangers pour des études supérieures en France. Campus France a lancé l'année dernière une plateforme pour tenter de suivre, de répertorier et de suivre, en tout cas de garder le contact avec les anciens élèves qui ont été étrangers, qui ont été formés dans les universités françaises, les anciens étudiants. C'est bien cette idée qu'on a là un capital, si vous voulez, qu'il faut tenter de valoriser. Bon, là, je vais passer parce que j'ai plus beaucoup de temps, hein, non? Alors, je saute un peu. Je voudrais vous parler en dernier lieu d'une chose. Bon, alors, le troisième aspect, le troisième enjeu, après la coopération, après coopérer, premier mot d'ordre. Deuxième mot d'ordre, attirer, attractivité. Et un troisième mot d'ordre qui est d'influencer. Je viens déjà d'en dire un peu quelque chose. Influencer, c'est beaucoup plus subtil. Bon, là, on est dans une problématique qui s'appelle, on a gardé le terme anglais, le soft power. Qu'est-ce que c'est que le soft power? Eh bien, bon, ça a été théorisé par un spécialiste de sciences politiques américain, dont j'ai mis sa photo, là, bon, ce monsieur respectable de l'université Harvard, qui s'appelle Joseph Nye. Bon. Le soft power, ça s'oppose au pouvoir militaire. Bon, là, c'est la violence, la force. Hein. Pour faire valoir ses intérêts dans le monde, comment fait-on? Pouvoir militaire. Bon. Deuxième pouvoir, le pouvoir économique, qui peut être aussi violent d'une autre manière. Bon. Et puis, il y a un troisième pouvoir, nous dit Joseph Nye, et puis ce concept qui est apparu il y a une vingtaine d'années, il a eu un assez grand succès, il colle bien avec ce dont on parle. Le troisième pouvoir, eh bien, c'est le soft power, le pouvoir doux. C'est-à-dire, en fait, faire en sorte que les gens aient envie de vous, d'une certaine manière. C'est une démarche de séduction. Faire en sorte que, au fond, assez naturellement, se dégage à l'étranger une empathie pour le pays. Alors ça peut être une politique. Souvent, ça n'est pas le résultat d'une politique, c'est un petit peu le résultat du développement d'un pays. Exemple de soft power, c'est clair que les universités anglaises ou américaines ont une réputation dans le monde. Harvard, Stanford, Oxford en Angleterre, Cambridge, etc. Bon, c'est un élément de soft power. Tout de suite, on se dit dans le monde, ah oui, là c'est bien, c'est l'excellence. Bon, c'est un aspect du soft power. Autre exemple français, vous prenez l'aide humanitaire française. Dans le monde, l'aide humanitaire française, les French Doctors, pas simplement les French Doctors, là aussi, c'est quelque chose qui relève du soft power. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a, ici ou là dans le monde, plus ou moins selon les pays, mais quand on a en tête ces French Doctors ou cette aide humanitaire à la française, ça crée un mouvement de sympathie, ça crée une attirance, ça crée une influence. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Le soft power, il est dans beaucoup de domaines. Alors, j'avais pris des chiffres, mais là, je pense que je ne vais peut-être pas avoir le temps. J'avais mis quelques chiffres pour montrer que quand on fait des enquêtes là-dessus, les Américains font des enquêtes parce qu'ils suivent ça de très près. C'est important. Ceux qui sont bons en la matière, c'est les Américains et c'est les Anglais. En matière de diplomatie scientifique, il y a deux pays qui sont très en avance, qui ont compris. En Angleterre, peut-être qu'on comprend mieux le rôle de la science qu'en France. Peut-être que les responsables politiques intègrent mieux les préoccupations de science. Bref, quand on fait des enquêtes, eh bien, pourquoi est-ce qu'on admire les États-Unis? Enquête réalisée en 2007-2012 périodiquement par un organisme connu dans une quarantaine de pays. C'est la science et la technologie qui arrivent en tête. Pourquoi est-ce qu'on admire les États-Unis? Ça arrive avant la musique, ça arrive avant le cinéma. Voyez? Donc il y a
il y a une utilisation de la science dans justement ce soft power, ce fait que l'on est capable d'être admiré par d'autres. J'ai trouvé des chiffres sur la Chine, c'est très intéressant aussi, même origine, même enquête, mais là ça porte sur l'influence de la Chine en Afrique et en Amérique latine, donc sur 2 continents, on va dire, émergents. Hein. La Chine, qui pourtant est un pays récent et qui n'a pas, loin s'en faut, l'excellence scientifique des États-Unis, eh bien c'est pareil, qu'est-ce qu'on admire et qu'est-ce qui fait qu'on a une opinion positive de la Chine? C'est les aspects scientifiques et technologiques, et de très loin, devant la manière de faire des affaires, la musique, le cinéma, la télévision, là c'est très loin derrière. Voilà. Ça illustre bien cette idée. Hein. Donc les gens qui pensent les stratégies, disons, diplomatiques, ils ont ça en tête. Hein. Et donc, créer tout ce qui peut favoriser une image favorable du pays et attirer en retour un flux d'intérêt pour le pays, c'est quelque chose qui est bon à prendre. Et la science, elle prend sa part là-dedans. Alors, dans l'influence, il y a d'autres façons d'influence, je vais passer plus vite. Être influent, c'est comment dire, attirer, héberger sur son territoire des organisations internationales scientifiques. Je peux vous dire que quand il y a une nouvelle organisation internationale scientifique qui arrive, qui doit être créée, enfin, le plus gros est derrière nous malgré tout, mais il y a un intense travail diplomatique, il y a un intense travail de lobbying. Hein, parce que c'est forcément mieux pour un pays que, quitte à créer une organisation internationale scientifique ou autre, mais là nous parlons de science, on la crée chez soi plutôt que chez le voisin. L'UNESCO à Paris, bon, l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, il y en a d'autres, hein, la FAO à Rome, etc. etc. Pourquoi? Ben parce que si vous avez, dans votre capitale, si vous avez une organisation scientifique de haut vol, non seulement ça vous amène des flux, des allers-retours incessants de chercheurs, d'experts, etc., mais ça aide à renforcer l'image de grand pays de science du pays. Donc, les diplomates, c'est ça, il faut être influent. Dans les ambassades, on charge les gens qui sont en poste, j'en sais quelque chose, de faire du lobbying pour que... Voilà. Alors, à propos de lobbying, justement, voilà, le lobbying est une autre force d'influence, un autre vecteur d'influence. Bon. Le lobbying, en cherchant autre chose, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur le site de l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, je cherchais autre chose et je regarde le service scientifique. Et alors j'ai recopié la phrase parce que je vais vous la lire parce que au début je me dis mais quel voilà. Le service scientifique de l'ambassade du Royaume-Uni à Paris se présente sur le site internet et il dit voilà quelles sont nos missions. Et la première qui arrive c'est ça, influencer au bénéfice du Royaume-Uni les politiques de la science et de l'innovation du gouvernement français, de l'industrie et des milieux académiques. Alors, c'est vrai, mais qu'on le dise avec autant de netteté, c'est peut-être le fair play des Anglais, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, le lobbying, ça fait partie de, là aussi de ces politiques d'influence. Là, je ne vous apprends rien, bien sûr. Maintenant, je voudrais terminer par 2 exemples, qui sont l'archéologie et les régions polaires. Parce que ce sont deux domaines, si vous voulez, où on va retrouver un petit peu superposés tous les éléments dont on a parlé. Alors, l'archéologie. L'archéologie, c'est quelque chose de... Là, il y a un lien entre l'archéologie et la diplomatie. Pour un petit nombre de pays, parce que les pays qui ont une capacité à, disons, à conduire des recherches archéologiques de haut niveau ne sont pas nombreux. La France en fait partie. Il y a une excellence archéologique en France. Hein, bon. Il n'y a pas que les mathématiques qui sont au sommet de l'excellence mondiale, dans la vision qu'on a de l'excellence scientifique mondiale. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que les mathématiques, mais souvent on ne voit pas l'archéologie. Or, l'archéologie française, elle est vraiment de très très haut niveau. Eh bien, l'archéologie et la diplomatie ont toujours réalisé un mariage un peu particulier. On a dit que dans l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale, ce sont les archéologues qui ont aidé les Anglais et les Français à dépouiller l'Empire ottoman en traçant des frontières de manière telle, parce qu'ils connaissaient le terrain, justement. Bon, je ne vais pas vérifier ça, on lit ces choses-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en 1945, quand le général de Gaulle crée ce qu'on appelle la commission des fouilles, donc une instance au niveau national pour conduire les recherches archéologiques, il la place auprès du ministère des Affaires étrangères. Et pas auprès du ministère de la Recherche.
Bon, il y a des liens très évidents avec la recherche, bien évidemment, mais non, on met ça au ministère des Affaires étrangères. On est dans cette idée que l'archéologie, c'est quelque chose qui est, en quelque sorte, du ressort de la diplomatie. Pourquoi? Parce que les archéologues, de par leur pratique, ils connaissent le terrain, ils connaissent les populations, ils connaissent les cultures. Ils sont extrêmement intéressants quand on veut avoir une approche d'un pays qui est une approche assez profonde, finalement. Et donc voilà pourquoi on a ce rapprochement fort entre ces deux domaines. Bon, là, j'ai le site de Père Amagron en Irak. Bon, c'est un site où il y a eu une activité humaine, une vie humaine il y a environ 2500 ans. Bon, il est remis, il est étudié avec bien sûr des Irakiens, mais avec le CNRS surtout. Bon, même chose en Afghanistan. Bon, voilà, bon. On peut trouver des exemples. Et puis je voudrais terminer en évoquant, s'il me reste encore, les régions polaires. Les régions polaires. Alors les régions polaires, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. On a deux situations extrêmement contrastées. On a l'Antarctique, qui a un statut très particulier, et d'une certaine manière, on a pu dire que l'Antarctique, c'est un continent témoin pour la science. C'est un laboratoire gigantesque à ciel ouvert. Et puis par contre, si vous regardez le pôle Nord, l'Arctique, là vous retrouvez toute l'ambiguïté de la science, de la connaissance, et en même temps du rapport de force géopolitique. Alors commençons par l'Antarctique. Bon, l'Antarctique, j'ai mis cette carte, là, je ne sais pas si elle est extrêmement lisible, mais bon, l'Antarctique, c'est principalement dans la première moitié du XXe siècle que les grandes puissances vont s'y intéresser. Donc le pôle Sud, c'est 1911, Amundsen qui arrive avec son drapeau au pôle Sud, très bien. Et puis assez vite, différents pays vont, voilà, sur ce territoire qui est vierge, il n'y a pas de vie humaine. Bon, différents pays, des pays riverains, comme le Chili, comme l'Argentine, comme la Nouvelle-Zélande, ou riverains ou pas très loin, disons, hein, bon. D'un côté, mais aussi des pays qui pensent qu'ils ont un rôle mondial à jouer, qu'ils comptent dans les affaires du monde, les Américains, les Français bien sûr, eh bien, vont s'arroger une souveraineté sur, voilà. Donc on a un système de secteurs, vous voyez, vous avez le pôle, et puis on trace des secteurs, et puis un secteur comme sorte de part de gâteau, eh bien c'est une souveraineté que les pays se sont mis d'accord pour se reconnaître mutuellement. Bon, la France, c'est la terre Adélie, par exemple. Et donc cette situation-là, elle est comme ça, et en même temps, l'Antarctique, c'est un... Voilà, donc il y a des revendications de souveraineté de différents pays sur tel ou tel morceau. Et puis cette situation, elle se fige, elle va se stabiliser, mais ce qui est important, c'est de voir le rôle des chercheurs. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir dans les années 50 une grande manifestation qui s'appelle l'année géophysique internationale, bon, et qui va être consacrée aux sciences polaires. Et notamment en Antarctique, il va y avoir tout un ensemble d'expérimentations. On va construire à peu près 80 bases d'observation. Bon, certaines vont rester après, il y en a toujours là-bas, hein, bien sûr. Donc tout un mouvement, tout un grand mouvement dans la communauté scientifique qui va réunir tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'intéressent aux sciences polaires. Alors il faut dire que l'Antarctique, pour des scientifiques, c'est un terrain de jeu formidable. C'est un terrain de jeu formidable parce qu'on peut faire des expérimentations qu'on ne peut pas faire dans d'autres conditions ailleurs. Ça intéresse bien sûr les climatologues. Hein, vous savez que c'est comme ça qu'on a daté l'histoire du climat en allant chercher des carottages de glace. Et puis bon, ça intéresse les spécialistes de l'atmosphère, ça intéresse les spécialistes des ondes magnétiques, parce qu'il se passe des phénomènes de l'astronomie. Il se passe des phénomènes en Antarctique qui sont uniques, qu'on observe plus facilement qu'ailleurs. Bien. Cette année géophysique internationale, elle va avoir comme conséquence que finalement, elle va imposer la communauté des chercheurs comme ayant son mot à dire dans la gouvernance de l'Antarctique. On va avoir deux traités qui vont être signés, je passe assez vite, le traité de Madrid qui va, les pays se mettent d'accord, 1961, pour suspendre les revendications, pour geler les revendications territoriales. Ça, c'est sous l'influence du succès de cette année géophysique internationale. Bon. Donc on suspend par un traité international les revendications territoriales, on les gèle. Et puis surtout, le protocole de Madrid qui est au début des années 80, où là, la communauté internationale va décider d'instaurer un moratoire pendant 50 ans sur l'Antarctique, interdisant toute activité économique, toute activité militaire, tout stockage de déchets nucléaires ou autres déchets, etc.
et destiné à faire, c'est dans les termes du protocole, de ce continent un continent entièrement dédié à la science. Alors, il y a un système de gouvernance, il y a un conseil, bon voilà, mais en un mot, si vous voulez, ça illustre bien, sur un espace qui est un espace qui n'appartient en fait à personne, où il n'y a pas de population, eh bien, par chance, la communauté internationale a réussi à s'entendre sous l'influence des scientifiques et de leur capacité à convaincre, réussi à s'entendre pour sauvegarder ce territoire et le maintenir à l'abri, je dirais, des appétits territoriaux des grandes puissances. La seule chose qui fait un petit peu exception, c'est que le tourisme commence à se développer en Antarctique, et les scientifiques sont assez mécontents, parce que les touristes ils dégradent l'environnement, même si on fait attention, c'est toujours quelque chose qui est douteux. Alors si on remonte maintenant à l'autre bout, l'Arctique, c'est très différent. C'est très très différent. L'Arctique, eh bien, c'est une région du monde, bon, c'est pas un continent, bon, c'est la mer gelée, la banquise, bon, sur lequel, historiquement, il y a 5 pays qui ont une souveraineté, qui, du fait de l'histoire, ont acquis une souveraineté, le Danemark avec le Groenland, la Norvège, la Russie, les États-Unis et le Canada. Avec le réchauffement climatique, on se rend compte de plus en plus de l'intérêt de cette région. Pourquoi ? Pour le transport maritime. Le dégel est plus important, la période de dégel est plus importante, on navigue plus facilement. Ça va plus vite de passer par le nord que de passer par le circuit traditionnel Gibraltar-Suez pour aller d'Europe en Asie. Ça va plus vite. Bon. Et surtout, il y a d'énormes réserves d'hydrocarbures, gaz naturel, pétrole. Bien. D'où une lutte, une compétition entre les pays. Alors, cette compétition, elle a besoin des scientifiques. Que dit le droit maritime ? Le droit maritime, il dit la chose suivante. Il dit, voilà, un pays, il a une zone économique exclusive, vous avez la côte, n'importe quel pays, 200 000 marins, ça fait 370 km à peu près. Zone économique exclusive. C'est-à-dire qu'il y a des ressources qui sont là, dans cette bande de 200 km, c'est pour le pays. Il doit laisser passer les autres bateaux, tout ça, mais les ressources, s'il y en a. Bon. Mais si un pays arrive à prouver qu'au-delà de 200 km, le plateau continental, c'est-à-dire, vous savez, donc, lorsque l'on passe en dessous de la mer, la Terre se poursuit et avance, c'est le plateau continental. Si un pays arrive à prouver qu'au-delà de 200 km, le plateau continental, il est rattaché à son espace géophysique, alors ce pays, il peut demander une souveraineté au-delà des 200 000 marins. Il y a une commission de l'ONU qui s'appelle la Commission pour l'extension du plateau continental, et il y a une grosse bagarre entre principalement le Canada et la Russie, et dans une moindre mesure le Danemark. Chaque pays tente d'apporter des arguments. C'est comme chez un avocat, d'une certaine façon. Vous apportez un dossier avec des arguments. Quand il s'agit de chercheurs, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un avocat, parce qu'un chercheur, il ne dit pas n'importe quoi. Il y a des règles d'intégrité scientifique. C'est-à-dire qu'en effet, si on veut apporter des éléments ou des arguments pour dire, voilà, le plateau continental, il s'étend, etc., il faut avoir effectivement des bonnes raisons de le dire. Alors les Russes ont fait assez fort, parce qu'en juin 2007, bon, voilà, des géologues russes pensent avoir apporté la preuve que une partie de ces terres immergées, qui s'appellent dorsales de Lomonosov, bon, ils pensent avoir apporté la preuve que géologiquement, c'est une extension du continent euro-asiatique. Et ça va jusqu'au pôle Nord, au point central de l'image précédente. Et en 2007, juste après, très peu de temps après, ils mettent en place une expédition, c'est-à-dire qu'on envoie par le fond, on envoie deux petits sous-marins, bathyscaphes, dans chacun il y a 3 personnes. Et qu'est-ce qu'ils font, nos amis russes ? Ben voilà, ils plantent le drapeau. Un drapeau qui était préparé, c'est un drapeau en titane, enfin résistant, peu oxydable, fait pour durer des siècles. Hein. Voilà. Ils posent ça à l'endroit du pôle Nord géographique, qui est complètement... Bon. Protestation du Canada, des autres pays, etc. Bon, ensuite le jeu s'est un peu calmé, mais on voit bien comment... Alors, qui était dans ces bathyscaphes ? En fait, ce sont des chercheurs. C'est une expédition qui a été financée par du mécénat, mais qui a été sous la houlette de l'Académie des sciences soviétique. C'est typiquement un geste, si vous voulez, de chercheurs qui est exactement dans le sens d'une revendication de souveraineté territoriale.
voyez-vous? Donc là, ça a posé un problème, parce que, précisément, je veux dire, si on n'avait pas les richesses énormes du sous-sol au pôle Nord, ça n'aurait pas posé autant de problèmes. Bon, pour l'anecdote, ça, c'est voilà, toujours nos amis russes. Quand la flamme olympique est arrivée à Sotchi, ça c'était donc pour février 2014, avec la flamme olympique, elle arrive d'Athènes, et puis après, elle parcourt pendant 3 mois, on passe partout dans le pays. Ben, ils l'ont fait passer au pôle Nord. Ils l'ont fait passer au pôle Nord, vous voyez, donc vous avez le brise-glace au fond, et puis vous avez la flamme olympique. Alors, c'était assez habile ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont invité à porter la flamme à cet endroit-là tout un ensemble de chercheurs de l'Arctique, du monde polaire, mais pas des Russes, pas que des Russes, des Norvégiens, des Danois, des Canadiens, des Américains, etc. Donc ça a marché. C'était un petit peu peut-être pour atténuer. Bon, ce que je veux dire à partir de là, c'est que voilà, vous avez vraiment une situation très contrastée entre le Sud et le Nord, et qu'on a des éléments où, enfin, on trouve dans certains dossiers de l'Arctique vraiment une articulation entre la géopolitique et la science qui est assez surprenante. Voilà, j'avais prévu de m'arrêter là, peut-être enfin, c'est déjà peut-être un peu long, je suis bavard. Et ceux qui veulent poser une question, n'hésitez pas, il y aura 2 micros, un de ce côté-ci et un de l'autre côté. Alors, de ce côté-ci. Bonsoir, Monsieur Ruffini. Vous avez dit que le nombre d'attachés scientifiques pour la France, 55, c'était le plus important au monde. Comment expliquez-vous cette position de la France ? Alors, les attachés scientifiques ou conseillers, ils sont à peu près 80. 55, c'est le nombre de pays où on va en trouver au moins. Dans certains pays, il y en a plus. Aux États-Unis, l'équipe est plus fournie. Bah, je pense que c'est exactement une conséquence de l'importance ou de peut-être la surreprésentation du réseau diplomatique français. On a un réseau diplomatique qui reste très, très étendu. Et en particulier, on a donc dans le réseau diplomatique une représentation disons des dossiers de science, mais aussi une représentation des dossiers culturels ou d'autres types de dossiers humanitaires par exemple, qui peut-être aussi peut surprendre parce qu'elle est importante. Je pense que c'est un petit peu un sous-produit de l'importance de notre réseau diplomatique dans son ensemble. Une autre question ici. Bonjour, je ne voudrais pas opposer science dure et science molle, vous l'avez justement écarté, mais la science et la technologie. Cette technologie qui découle de la science et qui s'appuie sur elle est relativement nationale. Est-il arrivé que des attachés scientifiques, je parle bien d'attachés, je ne parle pas de personnel en laboratoire, se trouvent confrontés entre ce besoin d'universalité et ce besoin de défendre ce côté technologique? Est-ce qu'il peut être tiraillé entre les deux? Ils auraient un problème de conscience, peut-être. Bon, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup prononcé le mot technologie. Vous savez, on peut difficilement... effectivement, il y a des lignes de partage entre des intérêts contradictoires qui peuvent passer à l'intérieur d'une même personne. Et il y a des situations, j'ai eu quelques témoignages de situations où effectivement, des gens étaient pris un petit peu entre des intérêts, on va dire, patriotiques et des intérêts, disons, plus universels. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, parce que je ne peux pas parler de tout, mais je n'ai pas parlé du lien qu'il y a entre ces démarches diplomatiques et ce qu'on appelle le renseignement. Renseignement, c'est ce qu'on appelle dans les films ou l'espionnage. C'est clair qu'il y a un lien. Donc évidemment, on n'a pas d'informations parce qu'on n'écrit pas sur ces choses-là. Mais quand vous discutez avec des directeurs de laboratoire, par exemple, français, ils vont vous dire, oui, moi j'ai eu des stagiaires venus de pays plus ou moins lointains, faire des stages de doctorat, par exemple, et pour lesquels ils ont été pris un peu la main dans le sac parce qu'ils pillaient des données scientifiques, voyez-vous, par exemple. Donc là, on retrouve donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez un chercheur, un jeune chercheur en l'occurrence, qui
peut-être qu'on lui a dit tu auras une bourse si tu nous ramènes des... Je ne sais pas, mais qui travaille pour une puissance étrangère. Et vous, donc on retrouve, je ne sais pas si c'était ça derrière votre question, mais on retrouve ça. Bon, je n'ai pas développé ce point, mais il est présent. J'ai eu l'occasion de parler avec un physicien très connu français, qui même a eu le prix Nobel. Je lui ai dit, est-ce que dans votre carrière, vous avez été parfois confronté à des situations où il y avait des enjeux de politique étrangère qui pouvaient interférer avec votre travail scientifique? Il réfléchit, il me dit non. Puis il réfléchit un peu plus et il me dit, ah, mais si. Quand je suis parti faire mon post-doctorat aux États-Unis, j'ai été convoqué au ministère de l'Intérieur en France. Et on lui a proposé ça. Oui, on lui a proposé d'informer, de rapatrier des informations. Tout le monde le fait, voyez-vous, tout le monde le fait. Bon, là, on est dans une situation où, manifestement, l'éthique du chercheur en prend un coup, sans doute, ou on peut dire autrement, plus positivement, que le sentiment patriotique l'emporte sur d'autres considérations. Bon. Moi, je ne juge pas, là, hein, mais voilà, il y a cette dimension inévitable. S'il vous plaît. Dans le même sens, il y a la veille, disons, scientifique et technologique qui a été exercée par les ambassades. Oui. Il y a quand même des rapports qui sont produits et qui arrivent également dans les grands industriels français. Je peux en témoigner, hein, dans les services de recherche ou dans les directions scientifiques des grands groupes, en tout cas, on peut voir de temps en temps des rapports qui viennent des ambassades, enfin des attachés scientifiques de tel pays ou tel pays. Hein. Et là, on pourrait parler de l'espionnage illégal, c'est-à-dire de tout ce qui est veille technologique normale, hein, exercée par les ambassades pour alerter, pour faire produire des synthèses, pour faire simplement sur les acteurs qui émergent, par exemple dans des domaines nouveaux. Par exemple, prenons un exemple, les biotechnologies, qui sont un domaine d'importance économique, des acteurs apparaissent. Et les ambassades produisent des synthèses qui arrivent vers les grands industriels français. Hein. Ça fait partie du travail, effectivement. La veille scientifique et technologique, ça fait partie du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un attaché est dans un pays, hein, bon, et il doit être capable d'expliquer à son ministère ou à sa tutelle qu'est-ce qui se passe. Dans le domaine qu'il suit, il est capable de dire quelles sont les nouveautés, quelles sont les tendances. Bon, c'est pas de l'espionnage, parce qu'en fait... si vous voulez, les sources d'informations qui sont collectées sont des sources publiques. Hein, oui. Oui, voilà, mais c'est vrai, mais c'est une manière de faire circuler l'information. Alors, les rapports d'ambassade sont destinés à tout un ensemble de publics qui sont en effet des ministères, des entreprises, les ministères de la Défense, bien évidemment, les regardent de très près, parce que dedans, il peut y avoir aussi des choses, en lisant entre les lignes, qui sont intéressantes. Ça fait partie du travail, ça. Ça fait partie du travail de ramener des informations, de même que les attachés commerciaux ramènent des informations sur des débouchés commerciaux. Enfin. J'ai une question ici. Oui, la question porte sur l'influence du numérique, puisque le numérique, étant entendu que les sciences de la communication développent des recherches sur le numérique, il y a un certain nombre d'éléments que vous avez exposés qui sont influencés par l'usage du numérique. Par exemple, des étudiants qui vont suivre des formations sans se déplacer, de pays à pays sans se déplacer, grâce au MOOC, c'est-à-dire aux enseignements universitaires diffusés par Internet. Vous avez parlé de l'open science, c'est-à-dire de l'ensemble des articles qui sont ouverts en libre accès sans qu'on ait à se déplacer, bien entendu, parce que c'est le numérique. L'UNESCO développe des digital campus, je suis bien placée pour le savoir, puisque j'en coordonne un. Donc, et par ailleurs, les informations, le numérique influence aussi les informations qui circulent entre les diplomates. Donc, on a bien d'un côté une science particulière, les sciences de l'information et de la communication, qui développent des recherches sur le numérique, des questions sur le digital, sur la sécurité, etc.
Et puis, d'un autre côté, la diplomatie numérique qui se développe également. D'ailleurs, à Deauville, en 2011, c'était dans la réunion du G8, du G8, un des sujets centraux du G8, de savoir la diplomatie, de situer l'évolution de la diplomatie numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur en quoi le numérique introduit des biais par rapport au point que vous avez expliqué, ou comment on le gère, si c'est possible, oui. Si c'est... Que le numérique accélère les communications, bon, on en est convaincu. Donc, est-ce que ça introduit un biais au sens où certains pays peuvent en tirer parti plus que d'autres? Moi, ce qui me saute aux yeux comme élément de réponse ou de petite réponse, c'est l'un des dossiers centraux de la diplomatie numérique, c'est la répartition des noms de domaine. Ça, c'est un monopole américain, tout de suite. Il se trouve que c'est comme ça, et que c'est quelque chose qui fait de plus en plus tousser, si je peux dire, qui suscite de plus en plus de protestations. La répartition des noms de domaine n'a pas ou ne devrait pas être quelque chose qui est 100% américain. Compte tenu de l'importance justement du numérique dans tout un ensemble d'enjeux, y compris des enjeux de sécurité et de défense nationale. Voilà ce qui me vient à l'esprit comme réponse. Mais si vous voulez, bon, il y a une cohérence à ce que ça soit américain, puisque Google, Microsoft et tout, bon, enfin, on sait très bien que le numérique, c'est à 80%, si c'est pas plus, un univers américain, une ressource américaine, je dirais. S'il vous plaît, une toute petite question. Je suis là. Que signifie le mot alumni au sujet des doctorants? Pourquoi il est apparu quelque part? Oui. Oui, pardon. Oui, bah, alors voilà, donc alumni, voilà, c'est l'élève. Enfin, c'est du latin, donc c'est l'élève, et ça désigne en fait dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on l'utilise ce mot pour désigner les anciens élèves. Alors, on n'en parle peut-être pas encore dans notre université, des alumni de l'université du Havre, mais alumni, c'est ça. Hein, les alumni, ce sont les anciens élèves, les réseaux d'alumni. Les anglo-saxons parlent de ça, bien que ce soit un mot latin, l'utilisent depuis longtemps, en fait. Non, mais je ne vais pas couper la parole au président. Oui, juste pour rebondir sur la question relative au numérique. Justement, coopérer, attirer, influencer. Est-ce que le numérique va avoir un effet sur cette capacité? Coopérer, on voit bien que ça va l'amplifier. Est-ce que attirer, influencer ne va pas être moins... Les MOOC, par exemple, permet aux étudiants d'étudier en restant dans leur pays, à acquérir des compétences. Donc attirer, peut-être amoindri, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Alors on pourrait réfléchir à ça. Je crois que la question est de savoir si l'enseignement en ligne, ça va vraiment prendre ou pas. Non, pour l'instant, ça n'est pas devenu un mode, disons, dominant. Si ça devait être le cas, je veux dire, si en effet l'enseignement à distance et avec les outils du numérique se développait et séduisait de plus en plus les universités et leurs étudiants, clairement, ça serait, voilà, il y aurait certains pays ou universités qui ont une avance en la matière et qui pourraient justement capitaliser là-dessus pour exercer davantage d'influence, être davantage attractive. On vous dit, vous venez sur le campus américain, mais si vous ne venez pas, on a d'autres solutions. Vous restez chez vous, mais vous avez quand même tout le bénéfice à distance de plein de choses. Bien sûr. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire. Donc, que ça influence, oui, c'est un peu ma réponse précédente. Que ce soit un enjeu d'influence, un rapport de force, bon, oui. Que ça soit mis au service de politiques d'attractivité et donc voilà, de cet objectif d'attirer, sans doute, mais voilà, attendons un peu pour voir. Ma question porte sur le fait, je voudrais connaître un petit peu votre point de vue sur, je dirais, un peu la prospective du dispositif général et français en particulier que vous avez décrit, avec le réseau d'ambassades, etc. Est-ce qu'on est plutôt dans une situation d'héritage ou dans une situation qui garde une forte pertinence pour les enjeux à venir?
Ah, c'est une question un peu... Oui, oui, bien sûr, je vais essayer d'être bref. Alors effectivement, bon, à l'heure actuelle, les discussions, enfin plutôt l'évolution du réseau tel que je la vois, bon, le réseau français, il est en train de se réduire. Hein, on diminue, on est dans une phase de repli du réseau scientifique et du réseau des ambassades. Bon, voilà. D'autres pays font l'inverse. Le Japon augmente ses attachés scientifiques à l'étranger, ou des petits pays comme la Hongrie ou la Turquie s'y met aussi. Donc, bon. Alors, la France, c'est quand même très particulier. Pourquoi? Parce que nous, on a une influence dans le monde qui, dans l'esprit des gens, reste quand même plutôt la culture. C'est quand même ça. Je veux dire, si la France est connue, voire fait rêver ici ou là aux quatre coins du monde, c'est plutôt pour autre chose que la science. C'est plutôt pour autre chose que la science. Et donc, on retrouve ça historiquement dans notre organisation française, où, d'une certaine manière, la diplomatie scientifique, elle est un petit peu dans l'ombre de la diplomatie culturelle. Et la manière dont les restructurations se font dans les instituts français, sans doute peut aggraver ce pli. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on devait rapprocher les outils diplomatiques, scientifiques, attachés, conseillers, services de veille ou tout ça, d'autre chose que de la culture, ce qui est un mouvement de fait qui est décidé, ça serait de l'économie, bien sûr. Je pense que c'est plutôt des activités économiques, de la vie des entreprises que l'on pourrait rapprocher, je ne dis pas fusionner, mais rapprocher les services scientifiques. Parce qu'il y a la science fondamentale, bon, voilà, hein, bon, la science académique, disons, mais il y a aussi tout ce qui est l'innovation. Et ça, articulation entre la science et l'entreprise, c'est quand même quelque chose qui va pousser directement vers les, disons, les soutiens économiques ou commerciaux à l'activité diplomatique plutôt que vers les soutiens culturels. Mais c'est un dossier difficile et mon point de vue est minoritaire là-dessus. Donc, voilà. Une question ici. Dans le même esprit, est-ce que vous trouvez que le réseau de chercheurs et de diplomates en Normandie est suffisant? Des diplomates, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Peut-être ils ont peut-être des maisons de campagne, certains, mais non, les diplomates, ils sont à Paris, au ministère, ou ils sont dans les ambassades. Ils ne sont pas très nombreux, d'ailleurs, ce n'est pas un gros ministère. Hein, bon. De chercheurs en Normandie suffisants, on peut regretter qu'ils ne soient peut-être pas plus fournis. Enfin, on connaît la situation, l'attraction, évidemment, de l'espace parisien. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses en Normandie, malgré tout. Enfin, surtout avec les tendances à fédérer sur deux régions qui s'accentuent, me semble-t-il. Hein. Ah oui, mais ambassadeur dans un autre sens que... Voilà, d'accord. C'est dommage. Dans la suite d'une question qui vient d'être posée, moi j'aimerais, pour ne pas emmêler les questions, sans que tu trahisses des secrets, quelles ont été tes relations avec les consulats qui délivrent des visas? Parce que, tu l'as rappelé à juste raison, la France a besoin d'attirer, pour son propre avenir et son propre rayonnement, des chercheurs de tous les pays, en particulier pour les doctorats. Nous savons dans cette université, comme dans beaucoup d'autres, que parfois d'excellents candidats doivent franchir une course d'obstacles monstrueuse, humiliante, de la part des services français pour obtenir leur visa. Je crois que la situation s'est améliorée. En tout cas, c'est ce que me disent un certain nombre de mes partenaires, en particulier d'Afrique. Mais quel a été, as-tu eu, sans trahir quelque secret que ce soit, à devoir faire pression sur les consulats pour que les personnels de ceux-ci donnent une image beaucoup plus positive de notre pays auprès des futurs jeunes chercheurs. Il ne faut pas s'étonner ensuite que les gens nous fuient si on les reçoit mal et si on peine à leur fournir les visas qu'ils demandent. Alors, as-tu eu des expériences là-dessus? Oui, là aussi, alors, ça fait partie du soft power peut-être. Est-ce qu'on est capable d'attirer aussi par la manière dont les démarches administratives pour entrer dans le pays s'opèrent? Bon, c'est plus organisé qu'avant, et c'est peut-être aussi, paradoxalement, peut-être moins humanisé qu'avant. Mais on est quand même assez loin des pratiques des Américains, qui sont parfois extrêmement violentes. Moi, je me souviens avoir téléphoné pour un renseignement pour un visa. La seule question, c'était votre numéro de carte de crédit. Il fallait donner son numéro. Et donc, j'ai continué, il m'a posé la question une deuxième fois, et après, il a raccroché. C'était pour avoir... Bon, par exemple. Bon. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Effectivement, il y a eu... dans le pays, en Italie, il n'y avait pas de visa. Bon, évidemment.
Mais en Russie, il y avait des visas, donc un gros service de visa, beaucoup de mobilité entre chercheurs. En général, ça se passait bien. Ce qui a pu se passer un tout petit nombre de fois, c'est que le consulat refuse un visa et m'en informe, disant écoutez, voilà. Et moi je disais pourquoi vous ne voulez pas donner le visa à ce chercheur? Et la réponse c'était on a de bonnes raisons de ne pas lui donner et on ne vous les dira pas. Voilà. Voilà. Ben, ils font bon, et je n'insistais jamais. Et d'ailleurs le gars n'insistait pas non plus en général. Ben, les services font leur travail. Enfin, on peut pas. C'est un sujet difficile. Hein. Ça m'est aussi arrivé, quand j'étais en Italie, d'avoir une demande de l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, en disant on ne comprend pas, le contrat est prêt, le chercheur, c'était un chercheur du Moyen-Orient qui vivait en Italie, provisoirement, et donc il demande son visa pour rester comme chercheur là où il est, c'est-à-dire à l'ambassade de France en Italie. Et le consulat le bloque, le consulat français le bloque. Ben, c'est la réponse qui m'a été faite. C'était quelqu'un qui ne donnait pas, sur lequel on avait des doutes, voilà, les services. Et moi, je n'avais aucune espèce de décision là-dedans, avait des doutes. Bon. Ce sont des cas particuliers. Les gens font leur travail. Par contre, c'est vrai qu'avoir un visa, c'est un peu un parcours du combattant. Enfin, je veux dire, moi, je retourne en Russie régulièrement. Bon, là, j'ai besoin de visa. Je peux vous dire que bon, voilà, c'est pas très simple, quoi. Voilà. C'est le pouvoir de l'administrateur, de l'administratif sur celui qui est complètement sous son pouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps avant la fermeture de l'université. Mais ne vous sentez pas contraint. Mais... Véronique, tu as des questions de ton côté, non? Personne ne souhaite prendre la parole. Alors, merci infiniment, Pierre-Bruno Ruffini, pour cette remarquable conférence. Un grand merci à vous pour être venus nombreux et pour votre grande attention. Merci.